Pourquoi l'Occident craint-il tant l'exemple d'Haïti? Le secret le plus explosif de la liberté noire est-il caché là où tout a commencé? Haïti n'est pas simplement un pays. C'est le point de départ d'une onde de choc universelle. C'est la première nation noire libre de l'histoire moderne, celle qui a prouvé, il y a plus de 2 siècles, qu'un peuple noir pouvait se soulever, briser ses chaînes et forger sa propre destinée sans l'aval de personne. Ce cri de liberté a été un séisme planétaire, fissurant les empires esclavagistes et semant la graine de la dignité dans chaque combat noir. Pour comprendre la portée de ce geste, rappelons-nous que, quand Haïti s'affranchit, le monde était encore plongé dans la nuit de l'esclavage. Partout, des millions d'Africains étaient encore traités comme des objets, arrachés à leurs terres, privés de nom, de langue, de culture. L'idée même que ces esclaves puissent se révolter, vaincre, bâtir un État, était une hérésie pour l'Occident. Mais la victoire n'a pas fait taire la peur. Dès le lendemain de l'indépendance, le monde a tenté d'étouffer ce souffle d'audace. Haïti a été isolé, saigné par une dette inimaginable, puni par des sanctions, toujours surveillé et déstabilisé. Pourquoi une telle violence? Parce que Haïti incarne la vérité la plus insupportable pour l'Occident. Un peuple noir peut s'auto-libérer, sans attendre l'aumône ni la bénédiction des puissants. Ce feu de résistance, ni les chaînes de fer ni celles de la dette ne l'ont éteint. Il brûle encore, en Afrique comme dans toute la diaspora, prêt à embraser la mémoire collective. Tant que nous restons divisés, la soumission perdure. Mais si nous rallumons le brasier d'Haïti, tout devient possible. L'unité est la clé de la Renaissance. Prenons un exemple. En 1804, Jean-Jacques Dessalines proclame l'indépendance d'Haïti. Il n'attend ni reconnaissance, ni validation internationale. Il agit. Ce geste radical, il inspire des générations de résistants à travers le monde. Les abolitionnistes américains, la révolte des esclaves à Bahia, la lutte des peuples africains contre la colonisation. Tous regardent vers Haïti comme vers une étoile polaire. La force de l'exemple haïtien dépasse les frontières. Si la mémoire d'Haïti s'éteint, c'est la liberté noire entière qui s'efface. Mais si nous choisissons de raviver ce feu, alors plus rien ne pourra jamais éteindre la force des peuples noirs unis. Haïti n'a jamais cessé d'être un phare. À nous de reprendre cette lumière, ensemble. Mais comment cette victoire a-t-elle été rendue possible? Pour comprendre, il faut revenir à la source de la révolte haïtienne. Bien avant que l'Afrique ne rêve même à la liberté, Haïti l'avait déjà saisie, dans la douleur, la fierté et la dignité. Sur cette île, pour la toute première fois, des femmes et des hommes arrachés à l'Afrique se sont dressés, ont refusé l'esclavage, sans attendre la permission de personne. Contre tous les obstacles, Haïti a brisé ses chaînes et prouvé que le peuple noir pouvait écrire sa propre histoire, sans maître, sans tuteur. La révolution haïtienne n'était pas une simple révolte. C'était une déflagration, une page d'histoire gravée dans le sang mais aussi dans l'espoir. Les noms de Toussaint Louverture, de Dessalines, de Sanité Belair, de Catherine Flon résonnent encore, car ils ont allumé la toute première flamme de la souveraineté noire. Revenons sur le contexte de l'époque. La colonie de Saint-Domingue, devenue Haïti, était la plus prospère des Antilles françaises. Le sucre, le café, le coton y étaient produits grâce au travail forcé et inhumain de centaines de milliers d'esclaves africains. Les maîtres blancs vivaient dans le luxe, tandis que les esclaves enduraient la faim, la torture, l'humiliation, la séparation des familles. L'idée d'une révolte générale semblait impossible, tant la répression était féroce. Pourtant, dans la nuit du 14 août 1791, à Bois-Caïman, les esclaves se réunissent. Sous la direction de Boukman, un prêtre vaudou, ils font le serment de briser leurs chaînes ou de mourir. Ce serment, c'est le point de départ d'une guerre d'indépendance qui durera 13 années. Cette guerre, elle n'oppose pas seulement les esclaves à leurs maîtres, mais aussi à l'armée française, puis britannique, puis espagnole. Jamais, dans l'histoire, un peuple réduit en esclavage n'avait infligé une telle défaite à 3 empires européens. Ce triomphe a été le point de départ d'une conscience noire universelle,
une étincelle qui a franchi l'Atlantique, jusqu'aux villages, savanes et forêts d'Afrique. Haïti a montré que la liberté n'était pas un don, mais une conquête, un choix, une lutte partagée par des générations. Pour illustrer la portée de cet exemple, rappelons qu'après l'indépendance d'Haïti, de nombreux mouvements de libération voient le jour. En Amérique du Sud, Simon Bolivar, le libérateur, trouve refuge et soutien à Haïti. C'est Alexandre Pétion, président haïtien, qui lui offre des armes, des soldats et lui pose une seule condition, abolir l'esclavage partout où il passera. Sans Haïti, l'indépendance de la Bolivie, du Venezuela, de la Colombie, du Pérou, du Panama aurait été bien plus difficile. Mais l'audace d'Haïti n'a jamais été pardonnée. Le monde a refusé qu'une nation d'anciens esclaves se tienne debout sans autorisation. Alors, les puissances occidentales ont dressé de nouvelles chaînes, invisibles mais cruelles. Sanctions, dettes écrasantes, déstabilisation, isolement diplomatique. Pendant plus de 100 années, Haïti a payé, dans la solitude, le prix de son exemple. Prenons la dette imposée par la France en 1825. Pour que Haïti soit reconnue comme nation indépendante, il a fallu payer des indemnités colossales aux anciens colons. Cette dette, estimée à plus de 150 millions de francs or, était un fardeau inhumain. Pour la rembourser, Haïti a dû emprunter à des banques françaises, anglaises, américaines. Ce remboursement a duré plus d'un siècle, jusqu'en 1947, laissant le pays exsangue, incapable d'investir dans ses écoles, ses routes, ses hôpitaux. Pourtant, Haïti n'a jamais cessé d'incarner la résistance. Son histoire prouve que la liberté se conquiert et se défend, génération après génération. Haïti est devenu le symbole vivant de la dignité arrachée à la barbarie, de la souveraineté forgée face à l'ordre du monde, de la possibilité d'un peuple noir maître de son destin. Oublier ce passé, c'est accepter la soumission et la dépendance. Renier Haïti, c'est trahir nos propres rêves de grandeur, d'unité et d'autonomie. Pourtant, l'histoire d'Haïti n'est pas qu'un lointain souvenir. Elle est un miroir tendu à l'Afrique et à sa diaspora. La question demeure. Saurons-nous répondre à cet héritage de courage et de souveraineté? L'esclavage n'est pas mort. Il a seulement changé de forme. Jadis, il s'agissait de chaînes de fer. Aujourd'hui, ce sont des liens invisibles, mais tout aussi cruels. La dette, la dépendance économique, la manipulation politique, l'effacement culturel. Les institutions internationales imposent des règles impossibles, dictent nos lois, choisissent nos dirigeants, tout en nommant cela aide ou coopération. Mais qui tire vraiment profit de ce système? Certainement pas les peuples d'Haïti ou d'Afrique. Prenons un cas précis. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale imposent souvent des ajustements structurels aux pays en difficulté. Cela signifie privatiser les services publics, réduire les dépenses en santé et en éducation, ouvrir les marchés aux produits étrangers. Résultat, les pays concernés, comme le Ghana, la Côte d'Ivoire ou Haïti, voient que leur industrie locale s'effondrer, leur agriculture ruinée par la concurrence et leur jeunesse condamnée à l'exil ou au chômage. Quand Haïti a osé réclamer la liberté, la France lui a imposé une dette colossale, à rembourser sur plus d'un siècle. Cette somme n'était qu'une punition pour avoir brisé les chaînes. Aujourd'hui encore, la dette étrangère étrangle les pays africains et caribéens sous prétexte de développement. Des intérêts exorbitants, des conditions opaques, des contrats piégés enferment les peuples dans la pauvreté, tandis que des fortunes immenses s'envolent vers l'Occident. La domination, autrefois militaire, est devenue économique et politique. Pour donner un exemple actuel, regardons le cas du Niger. Ce pays, riche en uranium, vend ce précieux minerai à des sociétés françaises pour une misère. L'électricité qui éclaire Paris vient en partie de l'uranium nigérien, mais la majorité des villages du Niger n'ont pas accès à l'électricité. C'est le même schéma en République démocratique du Congo, où le cobalt, indispensable aux batteries de nos téléphones, est extrait dans des conditions déplorables, sans que la population locale en profite. Les richesses du sol africain et haïtien, or, pétrole, cacao, bauxite, uranium, nourrissent les industries et les luxes étrangers.
Pendant ce temps, les enfants de ces terres manquent d'eau, de soins, d'éducation. Les profits sont arrachés à leur avenir. Mais la servitude ne s'arrête pas à l'économie. La culture, l'information, l'éducation sont devenus des champs de bataille invisibles. On falsifie l'histoire, on brouille la mémoire, on impose des modèles venus d'ailleurs, on divise, on oppose, on affaiblit. Regardez les manuels scolaires utilisés dans de nombreux pays africains ou caribéens. L'histoire de l'esclavage, de la colonisation, de la résistance noire y tient à peine quelques pages. Les héros sont souvent étrangers, rarement locaux. L'enseignement des langues africaines, du créole haïtien, est négligé au profit du français, de l'anglais, du portugais. Cette amnésie organisée empêche les jeunes de se reconnaître dans leur propre histoire. Cette division, entretenue par des élites corrompues et protégée par des intérêts étrangers, empêche toute renaissance panafricaine. Tant qu'Haïti et l'Afrique restent divisées, leurs forces demeurent fragmentées, leur voix étouffée. L'Occident parle d'aide, mais chaque aide arrive avec une liste de conditions, de concessions, de dépendances. On exige d'ouvrir les marchés, de céder les terres et les ports, d'obéir sans protester. Ceux qui refusent sont isolés, diabolisés, parfois renversés. On se souvient du sort réservé à Patrice Lumumba, Thomas Sankara ou encore Jean-Bertrand Aristide. À chaque fois qu'un dirigeant tente d'affirmer la souveraineté de son pays, il devient la cible de campagnes de déstabilisation, d'embargos économiques ou même d'interventions armées. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. À qui profite cette servitude moderne? Aux multinationales qui pillent le sous-sol et exportent les profits. Aux élites locales qui trahissent leur peuple pour un siège doré. Aux institutions qui prêtent avec une main et reprennent le triple avec l'autre. Pendant ce temps, les rêves sont étouffés, la dignité piétinée, l'avenir compromis. La jeunesse noire, à Port-au-Prince, Abidjan, Bamako, le ressent chaque jour. L'injustice n'est pas un souvenir, c'est un combat quotidien. Beaucoup cherchent à fuir, persuadés que le salut viendra d'ailleurs. Mais la libération n'est pas une page tournée dans un vieux manuel. C'est la bataille d'aujourd'hui. Refuser l'assistance, exiger de décider pour soi, de contrôler ses ressources, d'écrire son propre destin. Regardons l'exemple du Rwanda. Après le génocide, le pays était ruiné, dépendant de l'aide internationale. Mais, par des choix audacieux, comme la valorisation du Made in Rwanda, la lutte contre la corruption, le développement de l'éducation, le pays a pu retrouver une certaine autonomie, attirer des investissements, réduire sa dépendance. Ce chemin est difficile, semé d'embûches, mais il montre que la souveraineté n'est pas un mythe. Fermer les yeux sur ce néocolonialisme sournois, c'est risquer de perdre à jamais ce pourquoi nos ancêtres ont tout sacrifié. C'est condamner nos enfants à subir le poids de la couleur et de la naissance. Mais il est encore temps d'ouvrir les yeux, de comprendre les chaînes modernes et de les briser ensemble. Le chemin vers la souveraineté commence par la mémoire et l'unité. Haïti en a montré la voie, mais la bataille reste à mener, ici et maintenant. Et si l'éveil du monde noir dépendait d'un acte d'unité, ici et maintenant? Sommes-nous prêts à rester spectateurs de notre propre histoire, ou allons-nous choisir de la réécrire ensemble? Ce n'est plus une question de rêve, c'est une urgence vitale. L'unité est la condition pour sortir de la vulnérabilité et de l'effacement. Divisés, nous sommes faibles, isolés, exposés aux tempêtes qui secouent la planète. Unis, nous pouvons devenir une force qui traverse les océans, résiste aux siècles et impose le respect. L'Afrique, Haïti, la diaspora. 3 continents, un même peuple, porteur d'une mémoire profonde, d'une blessure et d'un génie partagé. Prenons exemple sur les diasporas juives, chinoises, indiennes. Chacune, malgré l'éloignement, a su préserver sa langue, sa mémoire, ses réseaux de solidarité. Elles ont bâti des écoles, des entreprises, des médias, des institutions. Elles investissent dans leur pays d'origine, transmettent leur histoire, défendent leurs intérêts. Pourquoi cela ne serait-il pas possible pour la diaspora noire? La diaspora, ce 5e continent sans frontières, détient des trésors insoupçonnés. Elle garde la mémoire,
possède l'expérience, les réseaux et une puissance économique immense. Nos frères et sœurs dispersés à travers l'Amérique, l'Europe ou l'Asie sont les premiers ambassadeurs de notre Renaissance. Leur capacité à investir, à transmettre, à relier les points de notre constellation peut accélérer la reconstruction. Mais quel avenir choisissons-nous? Si nous restons divisés, chaque peuple noir continuera de lutter seul, confronté à la pauvreté, à l'humiliation, à la manipulation étrangère. Haïti restera stigmatisé, l'Afrique exploitée, la diaspora éparpillée et invisible. Notre histoire risque de s'effacer, nos voix de se taire. L'unité ouvre au contraire la voie à une puissance retrouvée. Elle permet la création d'une économie intégrée, où nos ressources nourrissent enfin nos propres enfants. Elle inspire des institutions nouvelles, fidèles à nos valeurs et à notre vision du monde. Elle encourage une éducation enracinée, fière de nos langues, de nos héros, de nos rêves. Elle rend possible la souveraineté réelle, le respect géopolitique et une voix forte parmi les nations. Prenons l'exemple du panafricanisme. Au XXe siècle, des leaders comme Kwame Nkrumah, Marcus Garvey, Cheikh Anta Diop ont prôné l'unité des peuples noirs. Leurs idées ont permis la création de l'Organisation de l'Unité africaine, puis de l'Union africaine. Certes, le chemin est encore long, mais ces institutions montrent que l'union n'est pas qu'un rêve, mais une nécessité et une réalité en construction. Se soutenir n'est plus une option, c'est une nécessité. Refuser la solidarité, c'est condamner chaque peuple noir à l'isolement et à la précarité. Le destin d'Haïti, du Bénin, du Sénégal, du Brésil, du Cameroun ou de la Jamaïque est lié. L'indifférence nous affaiblit, l'audace de l'alliance peut nous libérer. Oser l'unité, c'est choisir la prospérité, l'autonomie, la dignité. Oser la division, c'est accepter la dette, la dépendance, le mépris. Ce choix est collectif, mais la responsabilité est individuelle. Alors, que faisons-nous de cette mémoire, de ce feu sacré allumé à Saint-Domingue et sur les rives d'Afrique? Comment transformer l'idéal d'unité en acte puissant et durable? Chacun, où qu'il soit, peut rallumer la flamme et poser la première pierre de l'avenir commun. Mais l'unité ne s'improvise pas. Elle exige des gestes concrets, des sacrifices partagés. Comment passer des paroles à l'action et incarner cette renaissance dans nos vies quotidiennes? La liberté n'est pas un don ni un cri, c'est une œuvre quotidienne. Elle se façonne patiemment, à travers l'éducation, le travail, la solidarité, la création. Chaque jeune, chaque membre de la diaspora porte en lui la flamme d'Haïti et de l'Afrique, une flamme prête à renaître par l'action concrète. Voici des pistes concrètes pour bâtir cette unité. Premièrement, investir dans l'éducation. Créons des écoles qui enseignent l'histoire africaine, haïtienne, caribéenne. Valorisons nos langues, nos cultures, nos héros. Organisons des échanges entre étudiants d'Afrique, des Caraïbes, de la diaspora. Un jeune qui connaît son histoire marche la tête haute, refuse la soumission. Deuxièmement, développer l'économie locale. Encourager l'entrepreneuriat, la production locale, l'achat de produits africains et caribéens. Soutenir les PME, les coopératives, les initiatives solidaires. Les diasporas peuvent investir dans des projets agricoles, technologiques, culturels. Chaque franc, chaque dollar, chaque euro investi est une graine semée pour l'avenir. Troisièmement, renforcer les liens culturels. Organisons des festivals, des rencontres, des jumelages entre villes et villages d'Afrique, d'Haïti, de la Caraïbe, d'Amérique du Sud. Promouvons la musique, la littérature, le cinéma noir. Créons des médias indépendants, diffusant nos voix, nos récits, nos visions. Quatrièmement, défendre notre dignité sur la scène internationale. Exiger la restitution des œuvres d'art pillées, la reconnaissance des crimes coloniaux, la réparation des injustices passées. Soutenir les mouvements pour les droits civiques, l'égalité, la justice partout où vivent des descendants d'Afrique. Cinquièmement, encourager la solidarité concrète. Organisons des réseaux d'entraide, de mentorat, de soutien à la jeunesse. Aidons les familles en difficulté, les étudiants, les entrepreneurs.
Tissons une toile de solidarité, de Port-au-Prince à Dakar, de Cotonou à Montréal, de Lagos à Paris. Tu as le pouvoir de bâtir. Par tes études, ton métier, ton engagement local, tu participes à l'édification de ton quartier, de ta famille, de ta nation. Transmettre la connaissance, encourager l'entrepreneuriat, tisser des liens entre générations et continents. C'est ainsi que la mémoire devient promesse d'avenir. L'avenir appartient à celles et ceux qui osent relier la science à la tradition, la modernité à l'identité, le progrès à la mémoire. Ose inventer, ose t'inspirer de la sagesse des anciens, ose affronter les défis du présent. Ainsi, tu feras grandir non seulement ta communauté, mais aussi le destin commun africain. La diaspora n'est pas condamnée à l'exil ou au regret. Elle est appelée à devenir le pont vivant entre Haïti et l'Afrique, être l'ambassadeur du renouveau, faire circuler idées, savoirs, ressources, briser les frontières invisibles érigées par l'histoire. Chaque projet lancé, chaque main tendue, chaque réussite partagée est une victoire de tous les peuples noirs. Rendre hommage aux héros, ce n'est pas poser des fleurs sur leur tombe, c'est marcher dans leurs pas. Refuser la compromission, choisir la dignité plutôt que la facilité, préférer la souveraineté à la dépendance déguisée. C'est bâtir ici et maintenant une autonomie réelle, pour soi et pour les générations à venir. Ce temps est décisif. Le laisser filer, détourner le regard, c'est trahir la mémoire de Toussaint Louverture, de Dessalines, de Sankara, de tous ceux qui ont offert leur vie pour que nous soyons libres. Mais prendre sa part aujourd'hui, c'est offrir à une génération la fierté, la dignité, la liberté. C'est rendre possible la résurrection d'Haïti, la renaissance de l'Afrique, l'unité du peuple noir. Il ne suffit plus de commémorer, il faut agir. La mémoire n'a de valeur que si elle nous pousse à transformer nos sociétés, à reprendre notre destin, à faire de nos rêves une réalité collective. C'est dans le quotidien, dans la persévérance de chacun, que se gagne la vraie liberté. Le dernier mot appartient à celles et ceux qui osent transformer la mémoire en acte, la souffrance en force, le passé en avenir. Rien n'est plus fort qu'un peuple qui s'unit pour écrire sa propre histoire. Maintenant, il s'agit de choisir la voie de l'audace et de la solidarité. Haïti et l'Afrique, main dans la main, appellent chaque enfant de la diaspora à porter le flambeau de la liberté, aujourd'hui et pour toujours. L'heure du réveil a sonné. Les chaînes visibles sont tombées, mais les liens invisibles demeurent. Ne comptez plus sur un sauveur lointain. Soyez vous-même ce pont vivant entre les peuples, de Port-au-Prince à Dakar, de Cotonou à Montréal. La dignité noire ne se quémande pas. Elle se façonne, jour après jour, dans la conscience de notre histoire, la fierté de nos racines et l'audace de tracer notre propre chemin. Haïti fut la première à ouvrir la voie, à payer le prix ultime pour affirmer au monde que nul n'imposerait sa destinée à autrui. Plus de 2 siècles plus tard, ce message nous brûle encore les veines. Notre serment d'unité n'est pas une devise, mais un héritage à transmettre. Chaque génération porte le devoir sacré de raviver la flamme, d'honorer les luttes des ancêtres, d'empêcher l'oubli ou la division de ternir la lumière allumée par Dessalines, Toussaint Louverture, Sanité Belair et tant d'autres. Personne ne doit dire « Je suis trop petit, trop éloigné, trop seul ». L'unité, ce n'est pas la foule anonyme, mais la somme d'actes quotidiens, de refus de l'humiliation, d'entraide entre sœurs et frères, de solidarité entre continents. C'est choisir, chaque jour, de défendre la mémoire d'Haïti, de l'Afrique et de toute la diaspora face aux forces qui veulent perpétuer la division et la dépendance. Aujourd'hui, l'histoire nous regarde. Le monde observe. Aurons-nous le courage de bâtir notre souveraineté, de refuser la soumission, de créer nos propres modèles économiques, culturels et politiques, sans attendre une approbation extérieure? La réponse ne se trouve pas seulement dans les mots, mais dans la volonté, l'action, la main tendue vers l'autre rive de l'océan. Peuple d'Haïti, d'Afrique et de la diaspora, le temps n'est plus à la plainte ni au repli. Rassemblons nos intelligences, nos ressources et nos mémoires pour façonner ensemble le destin qui nous appartient. Ainsi, la promesse d'Haïti, dignité, unité, liberté,
deviendra réalité pour tous. Ne laissons jamais s'éteindre la lumière née à Bois-Caïman. La souveraineté s'arrache, la fraternité se construit, la dignité se vit. À chacun de porter le flambeau, pour aujourd'hui, pour demain, pour l'éternité. Alors, que faire concrètement, maintenant? Voici des étapes simples et puissantes, accessibles à chacun, où qu'il soit. Première étape. Réapproprions-nous notre histoire. Lisons, partageons, écrivons nos récits. Organisons dans nos quartiers, nos écoles, des ateliers de mémoire, des clubs de lecture, des émissions de radio ou de podcasts dédiés à l'histoire noire. Multiplions les initiatives locales pour que chaque enfant, chaque adulte, connaisse l'héroïsme d'Haïti, l'audace de l'Afrique, la résilience de la diaspora. Deuxième étape. Bâtissons des réseaux économiques. Achetons noir, consommons local, investissons dans nos propres entreprises, soutenons les entrepreneurs noirs du quartier, de la ville, du pays. Créons des coopératives, des tontines, des plateformes d'échange et de financement participatif. Chaque euro, chaque franc, chaque dollar qui circule dans notre communauté est un pas vers l'autonomie collective. Troisième étape. Engageons-nous sur le plan politique. Votons, participons au débat public, soutenons les candidats et les mouvements qui défendent nos intérêts, qui prônent la justice et la souveraineté. Exigeons la transparence, l'honnêteté, la compétence de nos représentants. Refusons la corruption, la compromission, la soumission aux puissances étrangères. Quatrième étape. Développons la solidarité internationale. Tissons des liens avec d'autres peuples opprimés, avec les mouvements de libération, les associations de défense des droits humains à travers le monde. Échangeons les stratégies, partageons les ressources, organisons des campagnes mondiales pour la justice, la réparation, la dignité. Cinquième étape. Investissons dans la jeunesse. Soutenons les initiatives scolaires, universitaires, sportives, artistiques. Offrons des bourses, des stages, du mentorat. Écoutons les idées des jeunes, accompagnons-les dans leurs projets. La jeunesse est la clé de la renaissance noire. Sixième étape. Célébrons nos victoires. Organisons des fêtes, des cérémonies, des festivals pour honorer nos héros, nos artistes, nos scientifiques, nos entrepreneurs. Rappelons-nous chaque année, chaque mois, chaque jour, que la dignité et la liberté s'entretiennent dans la joie, la fierté et la gratitude. Chacune de ces actions, répétées, partagées, amplifiées, devient une brique du nouvel édifice. C'est ainsi que la mémoire d'Haïti devient une force vivante, que l'unité du peuple noir n'est plus un mythe, mais une réalité quotidienne. Regardons vers l'avenir. Imaginons un monde où les écoles de Bamako, de Port-au-Prince, de Kinshasa, enseignent, côte à côte, l'histoire de la révolution haïtienne et celle des résistances africaines. Où les étudiants haïtiens, sénégalais, jamaïcains échangent leur savoir, créent ensemble des start-up, inventent des solutions pour l'énergie, l'agriculture, la santé. Où les artistes caribéens, nigérians, brésiliens collaborent sur des films, des chansons, des romans qui racontent notre histoire commune. Imaginons une diaspora fière, organisée, solidaire, qui finance des hôpitaux, des universités, des laboratoires de recherche en Afrique et dans les Caraïbes, qui défend ses droits dans les parlements de Paris, Londres, Washington, Montréal, qui crée des médias puissants, indépendants, capables de raconter la réalité noire sans filtre, sans censure. Tout cela est à portée de main. Cela commence par un choix, celui de l'unité, de la mémoire, de l'action. Haïti, Afrique, diaspora, un même peuple, un même combat, une même espérance. N'ayons pas peur de la grandeur, n'ayons pas peur de la liberté. Haïti l'a prouvé. La dignité n'est pas un don, c'est une conquête. L'Occident le sait, c'est pourquoi il craint tant l'exemple d'Haïti. Mais ce que l'Occident craint, nous pouvons l'embrasser, le revendiquer, l'amplifier. L'histoire n'est pas écrite d'avance. Elle appartient à ceux qui osent prendre le flambeau, rallumer la flamme, marcher ensemble vers l'horizon. Aujourd'hui, le choix est entre nos mains. Allons-nous laisser s'éteindre la lumière d'Haïti, ou allons-nous ensemble l'embraser pour toute l'humanité ?